Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Salut les amis, bonjour à tous, je suis ravi, nous sommes ravis, pourquoi je dis nous ? Salut Hugo. Hello, salut Hugo, nous sommes deux ce soir pour vous accueillir. On vous l'avait dit, c'est une soirée un peu exceptionnelle, c'est une soirée cadeau de Noël que vous allez pouvoir vous faire, que vous allez pouvoir faire aux autres et que si vous avez des gens que vous n'aimez pas, que vous n'offrirez pas. Voilà un peu l'idée. Hugo, je suis ravi de te retrouver, de plébisciter. Ah bah il paraît. C'est vachement bien. Bah, j'en suis ravi, et moi aussi ça me fait très plaisir d'être là, ça faisait longtemps. Ouais, c'était le monde d'avant. C'est exactement. C'était avant le Covid, oui, hein, c'est ça ? T'as raison. C'était avant le Covid. Ouais, carrément. Et c'était des bonnes petites émissions qui balayaient livres, littérature, jeux vidéo. Et moi, pour ma part, j'amenais un petit peu le côté bande dessinée, Ouais, le c'était côté très bien, d'ailleurs. 9e art. Et je ne déroge pas à la règle et j'ai continué aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vous amène également quelques œuvres de l'art séquentiel, comme on dit. Je suis carrément ravi. C'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que c'était le monde d'avant. Ça durait un peu longtemps, nos émissions. Parfois, j'étais un peu cruel, donc j'ai arrêté. Je me suis beaucoup assagi avec l'âge. Ah oui. Ouais, c'est terrible. Hein. Donc, on va balayer comme on fait d'habitude. Je dis un petit coucou à Audrey, petit coucou à Marc, petit coucou à Solambre qui sont là et qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Donc, qu'est-ce que tu veux commencer ? On part sur l'Antiquité. Tu as des choses en Antiquité ou est-ce que... Ah bah bien sûr que j'ai des trucs pour l'Antiquité, évidemment, parce que moi c'est... Le verre de grenadine, on a le droit. Hein, On a le droit ? ouais. Ok. Oui, non, mais ça va très bien en plus avec l'Antiquité. Il faudrait un cratère même. Ce serait bien un cratère. Oui. Moi, l'Antiquité, c'est mon kiff. Hein, tu sais, l'Antiquité, c'est bien parce que quand tu parles d'Antiquité, il n'y a personne qui vient t'emmerder avec le christianisme, avec l'islam, avec... Non, que sais-je. Voilà, ça, c'est vraiment... On est peinard. On est tranquille. Tu n'as personne qui vient te traiter de polythéistophobe. Ça dépend à quel moment de l'Antiquité, mais... Oui, bon d'accord, mais on va parler de la vraie Antiquité, hein, avant Constantin, on va dire. Et donc t'as personne qui vient te dire ça va, dis donc, je te signale qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour Zeus. Donc voilà, moi j'aime bien l'Antiquité, en tout cas dans mes vidéos, c'est toujours... je suis toujours plus tranquille au niveau des commentaires quand ça parle d'Antiquité. C'est pour ça que ça fait 6 ans que je suis sur Alexandre et que j'y reste. D'ailleurs, voilà, je parlais d'Alexandre. On va être même un petit peu avant Alexandre. Et la première BD dont je vais vous parler, c'est une œuvre qui s'appelle Cléos. Alors tu peux la montrer à la caméra face à toi. Voilà. Je fais attention qu'il n'y ait pas trop de reflets. Il n'y en a pas. C'est magnifique. C'est bien foutu. Donc voilà, Cléos. Très belle BD française. Comme son nom l'indique. BD qui, comme son nom l'indique pas, Cléos, donc qui signifie la gloire, et qui est vraiment une petite mini odyssée qui parle d'un personnage, un jeune pêcheur qui vit sur sa petite... Tu peux l'ouvrir, on va tester un truc assez rigolo. Ouais, on va plus te voir, mais on va une caméra portée avec le téléphone. Donc voilà, on est quelque part dans les Cyclades, sur une petite île qui subit des attaques de pirates. Les dessins sont très très beaux. Les quelques guerriers, les quelques hoplites qui vivent sur place ne sont pas vraiment à la hauteur, ne sont jamais là quand il faut. Les textes sont comment ? Sont bien ? Oui, ils sont très bien. Ils sont 3 à bosser sur le truc. Donc Assersal, Latapi et Kos, qui est la dessinatrice, parce que celle qui fait les illustrations est une femme, une dessinatrice. C'est pas grave, c'est bien quand même. Et t'as vu, c'est vachement beau. C'est joli. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. La mise en couleur est magnifique. Là, pour le coup, ça sent le numérique, j'adore. Et puis il y a vraiment le côté, les couleurs chaudes, la mer. On est vraiment dans des couleurs de Grèce, ça donne envie de partir en vacances. En plus, il y a un petit peu de cul léger, tranquille. Voilà, là, je pense qu'on est banni à vie de Twitch, mais c'est pas très grave. Attends, hop, tac, tac. Il y a des images qu'on peut pas montrer. Il y a quelques images. Après le verre de grenadine, voilà. Il y a toujours cette petite notion sexuelle, même parfois uniquement en sous-texte, mais qu'on retrouve dans la mythologie. Et donc, on a un jeune pêcheur qui n'est pas un guerrier, mais qui par contre a grandi en écoutant des Aèdes parler
de l'Odyssée, de la guerre de Troie, etc., qui rêve de gloire et qui donc dit aux hoplites de son île, vous n'êtes pas capable de nous protéger, moi je vais le faire, file-moi ton épée puisque tu ne sais pas t'en servir. Et il part, ce jeune pêcheur prend son bateau et part à la recherche de l'île où vivent ces pirates pour trouver un moyen d'en débarrasser son peuple. Et il s'appelle Philoclès. D'accord, donc c'est une sorte de roman. Enfin, c'est une fiction. C'est une d'accord. histoire, c'est une histoire complète. D'accord. Début à la fin, Voilà, c'est pas un premier pas volume. un premier tome. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça avait été diffusé, enfin, ça avait été publié avec un premier tome, justement, qui devait appeler un second pour clôturer l'histoire. Et en définitive, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti directement l'intégrale. Et ceux qui, à l'époque, il y a quelques années de ça, s'étaient acheté le premier tome, peuvent aller chez le libraire, le ramener, et on vous fait une ristourne de plusieurs euros sur le prix de l'intégrale. J'adore. Et on vous échange le premier tome contre l'intégrale. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais le premier tome, j'attendais la suite. Puis un beau matin, je vois chez le libraire Cléos, je dis, mais il est plus épais, tout ça, machin. Je regarde, ah oui, d'accord, mais en fait, ok. Donc maintenant, on a un volume unique. C'est un bel objet. L'objet est beau, il est lourd. Tu feras gaffe à la grenadine. Oui, non, mais je le tiens bien nettoyé, la grenadine. C'est super, c'est un bel objet. Ouais, et c'est très documenté. C'est pas... Comme je dis, voilà, les termes Aed, etc. On en trouve plusieurs, on trouve pas mal de termes comme ça liés à la Grèce. C'est censé se passer vers 500 avant Jésus-Christ, plus ou moins, à peu près. On s'en fout un peu parce que c'est à mi-chemin, on va dire, entre les temps mythologiques et la Grèce classique. Mais c'est imprégné. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas des name dropping. On va pas te citer tel ou tel personnage comme ça, ou héros, ou divinité. C'est dans l'esprit même, même les relations humaines, on sent qu'il y a vraiment une belle étude de ce que pouvaient être les relations au sein de la société antique grecque. J'adore. Cher, ça ? Alors écoute, c'est cher les BD, c'est quand même très très cher. On va pas se mentir. En plus, comme je te dis, c'est que j'ai eu une ristourne en rentrant le volume 1. Donc c'est pas marqué dessus, en fait. C'est pas marqué dessus, non. Non, je n'en sais rien. Il faudra que les gens fassent une petite recherche pour connaître le prix. Mais quel qu'il soit, je peux vous dire, ça les vaut. Alors j'ai une question d'Audrey, 25 € nous dit Marc, c'est ça qui est bien, l'intelligence collective, ça, au moins c'est génial. Il y a Audrey qui nous dit si au fil de l'émission il y a des conseils pour les enfants de 6, 9 et 12 ans, elle est preneuse. Bah là, à tous les âges. Non. Ça, Cléos ? Non. Bah non, je te dis, il y a du cul, un petit peu. Non, mais si, un peu quand même. Et puis il y a des. À 12 ans, ça peut être cruel. Ah oui, d'accord. C'est pas, comment dire, c'est pas Candy au pays des merveilles. Ça a vraiment ce côté grec non, ça peut être. Ça va pas le faire. Ça peut être assez violent. Disons que c'est à partir plutôt de 14-15. Voilà. Bien tassé. Oui, je crois. Ok. Quand même. Bon, bel objet. Donc 25 €. Non, Cléo, ce sera pour moi, dit-elle. Donc effectivement. Oui, c'est bien. C'est vrai. Belle idée. Pour l'Antiquité, c'est pas tout, puisque toi tu es. Non, c'est pas tout, mais bon, vas-y, parce que moi j'ai que 3 trucs et demi. Oui, non, je sais bien. Moi, c'est-à-dire qu'avec ça va être vite vu. Après, qu'est-ce que je vais faire pendant le reste de l'émission si je lance toutes mes cartouches tout de suite ? Boire de la grenadine. Ça va bien. C'est-à-dire qu'avec tous les auteurs qu'on reçoit et tous ceux qu'on n'a pas malheureusement toujours le temps, l'occasion de recevoir parce que soit ils sont pas à Paris, soit même ils sont très très loin, soit c'est des ouvrages collectifs comme celui-ci par exemple, l'Égypte ancienne, le monde et histoire. Voilà, toc. Regardez, ça c'est absolument somptueux. Alors je vais passer au téléphone magique. Toc là, voilà. Normalement ça devrait fonctionner. Évidemment ça ne fonctionne pas. Reprendre. Voilà, ça fonctionne. Alors je sais pas pourquoi c'est pas droit. Ah oui, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc magnifique ouvrage, des photos, en veux-tu en voilà, pour quand on aime l'Égypte, ce qui n'est pas toujours mon cas, vous le savez. C'est un véritable atlas, mais là il y a vraiment de tout, vous pouvez y aller. Je pense que, je le fais à l'envers, mais de la plus haute Égypte à la plus basse Égypte, si j'ose dire, vous avez toute l'explication, toutes les photos, toutes les histoires, enfin voilà. Ça c'est pour Audrey en fait. Alix, Jacques Martin, non.
Voilà, bref, le grand atlas de l'Égypte ancienne, Le Monde, Histoire et Civilisation, superbe, vraiment, franchement, c'est Glénat qui fait ça. Et ils font de plus en plus de bouquins d'histoire. Glénat, c'est assez magique. Alors, c'est 45 €, hein, c'est un très très bel objet, il est énorme. Voilà. Gros atlas, vous voyez, c'est vraiment un très très bel objet à se faire offrir quand on aime évidemment l'Égypte. Bien entendu, je vais remettre à la scène principale, voilà, parce que j'ai l'air débile. Donc voilà, moi alors il y en a d'autres pour l'Antiquité. C'est Pompéi. Alors, Pompéi, dans cette collection que j'adore, mais qui est très difficile à lire, c'est la collection bouquins, donc des pages très très fines, un papier très très fin. Mais si vous voulez tout savoir, il n'y a pas d'autre mot, tout savoir sur Pompéi, c'est le livre à vous offrir. On a fait un expresso qui va sortir après les fêtes, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant. Avant, c'est sous la direction de Pascal Charvet et Annie Colonia que j'ai reçu, que j'ai eu la chance de recevoir en interview. Vous écouterez ça. C'est des linguistes, donc ils sont hellénistes et latinistes tous les deux. Donc ça va très loin. Ils vont jusqu'à décrypter, déchiffrer le moindre graffiti sur les murs. C'est très impressionnant. Vous avez tous les dessins, vous avez des textes qui sont traduits. Ça sert à rien que je mette le téléphone là-dessus, puisque là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de textes. C'est remarquable. Après ça, si vous n'allez pas à Pompéi, ça sert vraiment... là, on ne sait plus quoi faire. Donc, ça s'appelle Pompéi, collection bouquins. Un bouquin, c'est quelque chose. Hein. C'est beau, hein, ouais, c'est vraiment superbe. Franchement, là, vous pouvez taper dedans. Là, c'est pour le plaisir ou pour offrir. C'est 32 €. Il y a plus de 1000 pages. Bah, c'est le papier Bible. C'est le papier Bible, mais c'est typique magique, moi j'adore. Il faut avoir du temps, il faut aimer ça, c'est évident. Et vous avez tous les personnages qui sont à Pompéi, qui sont indiqués, tout est expliqué, mais vraiment jusqu'au moindre centimètre près. Enfin, c'est assez impressionnant. Moi j'avais complètement adoré discuter avec eux. Et alors là, attention, là j'ai du lourd. Là, j'ai du lourd. On va les recevoir, Dominique Garcia et Marc Bouiron, mais je ne sais pas quand, parce que malheureusement, ils ne sont pas à Paris. C'est Talendier qui sort ça. Là, vous l'avez quasi en avant-première, l'Atlas archéologique. Alors là, je ne vous dis pas. Hein. L'Atlas, la thématique, la chronologique de quoi, Audrey? Parce que j'essaye de reprendre les messages. Thématique, chronologique, les deux. Non, c'est... Hop là, j'imagine que tu parles de Pompéi, Audrey, de l'Égypte, c'est thématique. Voilà. Donc, c'est exceptionnel, l'Atlas d'Égypte. Mais là, attention. Donc, je répète, Atlas archéologique. Talendier qui sort ça, l'Atlas archéologique de la France, c'est déjà énormissime. Vous avez toute l'archéologie, en fait, plus que l'Antiquité, de la préhistoire jusqu'à la semaine dernière. J'exagère à peine. Vous avez les dernières découvertes, les derniers relevés. Ça va jusqu'en 1960 à peu près en Guyane et tout. C'est monstrueux. Vous avez chaque endroit. Quand vous partez en vacances en France, si tu veux que je te le passe, quand vous partez en vacances en France, c'est le livre, si ça vous intéresse, c'est le livre à avoir avec soi. Alors, il est épais, il est gros, c'est un beau volume, mais c'est fantastique de précision. Vous avez chaque endroit sur la carte et vous pouvez dire bah tiens, cette année je vais en vacances à tel endroit parce que je sais que là il y a des fouilles, là il y a eu des fouilles, là il y a un truc, là il y a un musée, là il y a un machin. Waouh. C'est classé par période historique. C'est chronologique. C'est chronologique, c'est mais pas chronologique dans le. Moi, je croyais que tu parlais de la chronologie des découvertes. Pas des découvertes, non. C'est-à-dire que ça commence effectivement avec la préhistoire, ensuite on passe à l'Antiquité, à l'époque médiévale, moderne. Paléolithique, premier siècle. C'est monstrueux. Franchement, je vais passer le téléphone dessus. Voilà, ne quittez pas. Donc là, je vais vous quitter un instant. Toc. Là, on est sur les Gaulois. Sur les Gaulois. Donc, je vais essayer de zoomer sur la carte. Vous voyez, là, on m'entend pas. Donc là, c'est extrêmement précis. Voilà. Avec les noms, les machins. Enfin, c'est waouh. Les Gaulois. Là, j'avoue. Les Gallo-Romains, fin de l'Antiquité, au Moyen-Âge. Ouais. Ah, j'adore. Et il vient de sortir. Donc, il vient d'être fait. Hein. Ça s'étend un peu au-delà de la France. Non, c'est l'explication, c'est l'explication géographique en fait des empires en fait qui vont se fracasser la tronche. Voilà les sites. Voilà. Et là, vous avez de quoi faire. Là.
Alors, on rêve de ça en numérique, parce qu'évidemment, on pourrait cliquer sur chaque petit... oui, exact. Charvet, Comperte, c'est exactement Marc pour Pompéi. Donc là, les religions, c'est incroyable. Hein. Voilà. Il y a plein d'endroits que je connais en plus, donc ça me parle. Et c'est vraiment, ça vient de sortir, donc c'est vraiment mis au goût du jour. Et ensuite, on a quoi? Médiéval. Donc là, vraiment, vous êtes par date avec les spécialistes. Les routes commerciales, moi, ça me fascine. Moi, j'ai toujours adoré les cartes. Voilà. Là, franchement, vous avez tout. Bref, on va pas passer 2 heures dessus. Mais on recevra, donc j'espère, les auteurs. On a vu avec Talandier... Pas facile. Ils voulaient pas qu'on en parle avant. Ça fait 3 semaines en fait qu'on a le livre, que je jette un œil, que j'évite de l'abîmer. Et il est disponible. Il vient de sortir. Ouais, il vient de sortir cette semaine. Enfin, fin de la semaine dernière. D'accord. L'archéologie de la France contemporaine, vous voyez. Et vous avez là aussi un peu tout. Franchement, c'est somptueux. C'est somptueux. Magnifique. Hop, on va revenir à moi. Hop là, voilà. C'est crevant de tenir un téléphone, en fait. C'est magnifique, il y a vraiment des beaux bouquins. Ce qui est sympa, moi, je vous l'ai déjà dit, j'adore le livre numérique. Je travaille avec les livres numériques, exclusivement avec du livre numérique, parce que je peux travailler à toute heure du jour et de la nuit et j'emporte avec moi juste une tablette. Mais quand c'est des beaux bouquins comme ça, quand c'est des beaux objets, quand c'est vraiment un objet, quand ça vaut le coup, il n'y a rien à dire. C'est somptueux. Donc celui-ci, encore une fois, un atlas archéologique de la France, sous la direction de Dominique Garcia et Marc Bouiron, chez Talandier. C'est l'INRAP qui est à côté. Enfin, évidemment, c'est le top du top, la classe. Vous avez tout ce qu'il faut. L'atlas archéo, c'est grand public où il faut toucher un peu sa bille. Non, c'est grand public. Alors évidemment, c'est grand public, mais ça peut être tout à fait pour les enfants. Hein. C'est des enfants qui seraient intéressés. Est-ce que ça peut les intéresser ? Oui, si vous leur dites à côté, il y a Disneyland, à côté, il y a des glaces ou des trucs comme ça. Ça dépend. 9 ans, je pense pas. 12 ans, les préados, c'est compliqué. Ouais, les enfants, c'est chiant. C'est compliqué. On ne sait jamais si oui ou non. Il y en a que ça intéresse vraiment, mais pour les parents, il n'y a pas besoin d'être historien pour lire ça. Quoi. Ni un féru de telle ou telle époque. C'est top. Est-ce que tu veux compléter ? Vas-y. Le temps que je prenne d'autres bouquins, enchaîner. Eh bien oui, écoute, je vais enchaîner avec donc une autre bande dessinée. Vas-y, enchaîne. On s'est un petit peu entrelacé là entre les époques parce que tu es revenu un petit peu en arrière avec l'Égypte et moi là je vais revenir. Pardon, oui c'est vrai. Non, j'avais pas changé la caméra. Je vais là on était avant l'Atlas archéologique, on était donc à Pompéi. Je reviens un petit peu en arrière, mais je reste dans le monde romain, et toujours dans l'Antiquité. Et je vous présente une très très chouette BD qui s'appelle Les voleurs de Carthage. Oh. Elle a plus une tête d'un cas. Eh ben, c'est difficile de représenter et d'illustrer quoi que ce soit en rapport avec Carthage, parce qu'on n'en a que les caricatures qu'ont laissé les Romains. Romains, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a plusieurs trucs dans cette bande dessinée où on sent l'influence de Salammbô, les statues de Moloch au pied desquelles on sacrifie des bébés. Enfin, tu vois, ce genre d'image qui est resté, qui a priori, d'après ce que je crois savoir, sont pas faux. Sont complètement fausses. C'est pas du tout histo. Mais on retrouve ça là-dedans parce que voilà, ils ont dû se rabattre un peu sur ce qui faisait comme ça l'image de Carthage. Alors c'est une BD d'aventure, vraiment. Avec un côté, il y a pas c'est pas qu'il y a des dialogues à la Audiard, mais c'est très très moderne. Vous voyez, première page. Regardez, voilà. Incipit, première page de la BD. Je m'emmerde. Tu connais l'histoire du grec et du type des Baléares ? Elle est drôle celle-là. Hein. C'est un grec qui me l'a raconté d'ailleurs. Tu m'écoutes ? Ferme-la, viens voir. Quoi ? Eh oh, c'est pas toi le chef. Donc voilà, on a deux margoulins
deux mecs qui traînent comme ça au niveau de Carthage, pile poil dans la période où je pense que ça doit correspondre à la troisième guerre punique, avec donc on est au bord de la fin de Carthage. Les Romains sont là, et ils sont sur le point de... Scipion. Alors ouais, troisième guerre, c'est Scipion. Ouais, Scipion, c'est la seconde, c'est la deuxième guerre punique, et je crois pas qu'ils soient encore là à la troisième. La troisième, je crois que c'est là où vraiment ils rasent la ville et ils foutent du sel partout pour pas que ça repousse. En tout cas, donc voilà, le pitch, c'est que vous avez deux gars, un numide et un gaulois. Très sec, forcément, le numide. Oui, forcément. Chaque fois que je la fais, ça tombe totalement à plat, celle-là. Non, elle est très bien, mais elle est date. Enfin, Elle date. C'est Goscinny. Mais bien sûr, je sais qu'elle date. Je l'ai faite à Versailles, mais... Et donc là, les mecs attaquent un petit convoi et ils récupèrent une nana. En fait, ils se rendent compte que cette nana s'apprêtait à tenter de cambrioler le temple d'une divinité, le plus grand temple sacré de Carthage, le temple de Tanit. Ah oui. Et donc elle se retrouve sans son équipe puisque les gars ont contribué à les dézinguer. Mais elle se dit tiens, je vais me rabattre sur les deux que j'ai sous la main. Et elle réussit à embrigader ces deux crétins pour l'accompagner parce qu'elle a un plan. Et tenter donc de subtiliser tout le trésor de Tanit avant que les Romains s'en... Donc c'est ce qu'on appelle un heist, dans le cinéma, un heist movie. Tu vois ce que c'est un heist movie? Pas du tout. Ce qu'on appelle un heist movie, c'est un film de braquage en français. C'est Ocean's 11, etc. Okay. Tu vois, je connaissais pas. On a un plan, et puis ça part toujours en couille à un moment donné. C'est le principe du heist. Et donc là, c'est un heist movie antique qui se passe. Oui, si tu veux, même si Reservoir Dogs, ça se passe après, puisque justement ça joue avec les codes. D'accord. On a l'avant, on a l'après, on n'a pas le pendant. Alors que le principe du heist, c'est quand même de les voir justement. Et puis là, l'alarme marche pas, ou marche mieux, ou marche. Enfin, où il y a un mec qui se trouve là, qui ne devait pas y être. Enfin, c'est le principe un peu du heist. Et donc voilà, c'est appliqué donc à cette période antique. C'est très bien foutu. Il y a des dialogues, ils sont vraiment truculents. Apollo et Tanquerel sont les auteurs. Moi, j'ai toujours un problème en France parce que je ne sais jamais. Parce que pendant très longtemps, on mettait en France traditionnellement le dessinateur en premier et l'auteur en second. À l'inverse des Américains qui mettent systématiquement le scénariste en premier et le dessinateur ensuite. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Donc on s'y retrouve. Voilà, scénario Apollo, dessin Tanquerel. Ils l'ont fait à l'américaine. Oups. D'accord. Et vraiment, c'est drôle, mais c'est aussi cruel. On a droit à des scènes de gens qui se jettent des murs de Carthage plutôt que d'être capturés par les Romains. Enfin, il y a vraiment tout le côté jusqu'au boutiste de ces grandes épopées antiques. Encore une BD pour les enfants. Ah ouais, non, c'est là aussi. Et puis, désolé Audrey. Il y a aussi, pourtant que je me souvienne, un petit peu de cul, forcément. Forcément. C'est antique, donc voilà, c'est normal. Il y a pas 21,50 € nous dit Marc. Il n'y a pas la morale judéo-chrétienne qui a jeté un voile de pudibonderie sur tout ça. C'est vrai. Ça fait partie de la vie et c'est normal. Et vraiment, surtout, moi, les dialogues sont percutants, ils sont nerveux, ils sont modernes. Et c'est toujours sympa d'avoir ce petit choc entre un parler, un phrasé moderne dans c'est marrant, une situation antique. Quand c'est bien fait, c'est drôle. Et là, c'est vraiment très bien fait. C'est un petit bijou, vraiment. Je vous le recommande chaudement. Les voleurs de Carthage. Et puis c'est chez qui? Casterman? Il y a une fin douce amère que je ne vais pas plus vous dévoiler, mais vraiment ça laisse un Dargaud. C'est un truc c'est quelque chose que oui, c'est chez Dargaud. Et grand angle pour ce qui est de Cléos, puisque je ne l'avais pas mentionné. C'est vraiment c'est le genre de BD, quand on l'a terminé, elle vous reste en tête pendant un petit moment. D'accord. On y repense. Et c'est pareil, il n'y a qu'un seul tome, il n'y a pas... C'est une histoire complète. Okay. C'est également sorti, je crois, en plusieurs parties, il me semble, mais ça fait un petit moment, c'est pas... Mais là, c'est pareil, il y a beaucoup de pages, c'est bien. Oh, 2022, non, c'est récent en fait.
première édition 2022. Et c'est non mais c'est une histoire, voilà, c'est une histoire complète, vraiment, ça va jusqu'au bout, c'est le cas de le dire, ça va jusqu'au bout des choses. Ouais, c'est bien. Vraiment le cas de Ouais, je disais, il y a beaucoup de pages aussi. C'est pas la BD à 30 pages, Oui. tradie, Ouais, là, on est sur, pénible, on en est fait, sur une qui centaine de pages. Là. Il y a, coûte combien il y bonbon. a 100, il y a, C'est il une y a intégrale, 100 et quelques oui. pages, 109. Ouais, donc c'est costaud, c'est sympa ça. Moi j'aime bien les BD où il y a Et- quand même de la matière. On a montré les images, hein, va les visages sont expressifs, on peut regarder Je sais pas dans quel sens ça va être. l'acting des personnages et voilà, la statue de Moloch. Hop, il y a des images que je Voilà, les représentations. Regarde, tu peux montrer la tête du Gaulois qui découvre les mœurs carthaginoises. C'est bon, encore une fois, hein, c'est ce qui est décrit dans Salammbô, a priori c'est faux. Mais bon, c'était quand même pas détendre, hein, quand on sait C'était que pas les généraux qui foiraient à la guerre, Oui, ils absolument. revenaient, on les, hein, Ouais, ça allait mieux réussir, quoi. Alors que les Romains, quand ils reviennent, bon, ils sont sermonnés, mais si on une pouvait. petite tape sur les doigts, mais c'est tout, quoi. Après, ils finissent dans leur. C'est vrai. Si on pouvait faire ça Dans avec leur les Globus. élections présidentielles ou les élections en général, moi je regarderais plus souvent. Parce que ce serait beaucoup plus drôle. Pour rester dans le domaine, Scipion l'Africain. Ah, bah, Hein pion. Là, on est en plein dedans. Laurent Gouary, pareil, vous aurez droit à un expresso et vous aurez droit à une émission. On va faire une émission avec lui spéciale sur Scipion parce qu'on connaît souvent beaucoup plus Hannibal que lui. Mhm. Et c'est dommage parce que le personnage vaut le coup aussi. C'est super bien écrit. Donc, Scipion l'Africain de Laurent Gouary chez Realia Les Belles Lettres. Bon, là, il n'y a pas d'image à montrer. Hein. C'est vraiment un livre d'histoire, d'historien, mais accessible, bien écrit. Même très bien écrit, pas pénible du tout. Franchement, j'ai appris énormément de choses, même après avoir fait l'émission sur Hannibal, que vous avez certainement entendu. Et on fera donc la suite, forcément, avec Scipion. Et Gouary en parle très bien, et il écrit très bien. Il écrit comme il parle, et il parle comme il écrit. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, C'est très agréable. Bon, là, on n'est pas sur des milliers et des cents, mais c'est 25,90 quand même le bouquin. Mais voilà, je pense à avoir, si on aime l'Antiquité, c'est à avoir dans sa bibliothèque, parce qu'au moins on comprend. On comprend tout. Et justement, les guerres puniques, c'est pas toujours simple à comprendre. Quand on était à l'école, ça n'a pas toujours été bien expliqué, moi, j'avoue. Je ne sais pas si j'en avais parlé les fois où j'étais venu dans les précédentes émissions, mais il y a un manga Oui. qui s'appelle Ad Astra. Ad Astra, Je l'avais exact. présenté. Ouais, tu en avais Je l'avais parlé. présenté, Ouais, qui t'en est avais parlé. vraiment super bien foutu. Et il le connaît, Laurent Gouary. Et il est prof, hein, Laurent Gouary D'accord. aussi. Et il en parle à ses élèves de Ad Astra. Ouais. Donc, justement, Ouais, il mais en parlait justement l'autre J'avais dû jour. parler d'ailleurs du fait que les Japonais sont impressionnants dans leur recherche et dans de leur justesse. sérieux. Ouais, c'est vrai. Quand ils s'y mettent, vraiment, c'est fou, quoi, comme ils font un travail de recherche extraordinaire, quoi. On est d'accord. Donc, toi, c'était Antiquité. Ouais. Je vais passer peut-être à Moyen-Âge. Allez, l'époque médiévale, j'en ai un, je crois, sur l'époque médiévale, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'en sais rien. J'en ai tellement. Attention, OVNI. Alors, je devrais zoomer, tu connais? Non. C'est vrai, tu connais pas? Non, je Alors, connais pas. Ah, bah, Mais la couverture, déjà, je vais te faire découvrir Ségurant, le chevalier au dragon. Uh-huh. Mesdames, messieurs, tiens, je te le passe. C'est un roman, donc il n'y a pas d'image à montrer. Ségurant, le chevalier au dragon, c'est tout simplement un chevalier de la table ronde, réel, oui, qui a été retrouvé. C'est tout un roman qui a été retrouvé par l'historien qui s'appelle... Attends, tu me redonnes son nom. Ouais, j'ai jamais entendu parler. Parce que ça, à chaque fois, c'est Emanuele Arioli, parce qu'il faut le dire en italien. Donc Emanuele Arioli, qui sera aussi avec nous. Alors j'ai fait une émission avec lui, vous l'entendrez après les vacances, après la rentrée. Mais on fera une émission spéciale sur les chevaliers de la table ronde. Donc il est italien. Il est prof en France, il est monstrueux, il est jeune, intelligent, voilà. Et donc, il a retrouvé lui-même un premier manuscrit, en fait, à Paris, je crois à la bibliothèque de l'Arsenal, me semble-t-il, sur cette histoire de Ségurant, le chevalier au dragon. Et en fait, il a parcouru l'Europe entière, je crois qu'il a fait 9 pays, tout simplement, 9 pays pour remettre en ordre tous les manuscrits.
et les remettre dans le bon sens, si j'ose dire. Et il en a retrouvé le roman, il a réécrit le roman intégral. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous raconte qu'au XIIIe siècle, en fait, le personnage de Séguran était extrêmement connu. C'était peut-être même l'un des plus connus de tous les chevaliers de la Table Ronde. Et puis, on parlait de la religion catholique et chrétienne, etc. Et passé par-dessus, il y a des choses qui ont dû valser, et voilà, il a été perdu, passé aux oubliettes, et il l'a retrouvé. Et donc, Séguran, chevalier de la Table Ronde. Et j'ai appris à l'occasion, en discutant avec lui, qu'il y avait 150 chevaliers de la Table Ronde, donc ça faisait une sacrée table. Mais dans quelle partie de la matière de Bretagne, comme on dit, c'est extrait, ces chevaliers-là? C'est Chrétien de Troyes, c'est avant, C'est avant. En fait, c'est avant Chrétien de Troyes. C'est des sources galloises. C'est toutes les sources différentes, en fait, évidemment. C'est plein de copies, de copies, de copies, de copies. Les textes originaux ont disparu, mais les copies de copies de copies, il les a retrouvés pour les réintégrer. En fait, il est tombé sur un morceau, sur un bout, qui a dit, mais tiens, c'est quoi ce truc, quoi. Et donc, c'est la tradition du Pays de Galles. C'est la tradition galloise. C'est au départ, certainement, la tradition galloise. Je crois pas, d'ailleurs, non. Je me souviens plus, en fait, de l'interview. Il me semble que ça part d'Italie. Étonnamment, ça part d'Italie et non pas du Pays de Galles. Ouais, non, mais c'est fascinant. Il faut absolument que vous procuriez ce bouquin. On peut revoir la couverture. Tiens, j'ai qu'à la montrer. Vas-y. Hop là. Non, vas-y. Avance-le peut-être pour faire genre on zoom. Voilà, Séguran, le chevalier au dragon. Alors là, pour le coup, c'est accessible pour les enfants. Et c'est rien, c'est mes notes de l'époque. C'est mes fiches et mes notes et mes questions, mais on les ramassera tout à l'heure. On va pas plus bas. Exact. Il en a fait une BD, donc effectivement, pour les enfants, c'est tout à fait abordable. Il en a fait sur Arte, il en a fait un documentaire. Enfin, Arte a fait un documentaire, plus exactement, et il est, figurez-vous, jeu vidéo figurez-vous, il est en pourparler avec Netflix et tous ces gens-là pour en faire une série. C'est un truc de fou. Mais ce type, c'est un truc incroyable, quoi. Donc il faut lire ça. C'est absolument dément. C'est étonnant. C'est franchement étonnant. Voilà, ça c'était pour le médiéval. Je crois pas. Ah si, pour le médiéval, j'en ai un autre. Rapide, parce qu'il faut aimer, moi j'adore, hein, c'est le haut Moyen-Âge. C'est Dumézil, c'est un dieu pour moi. Ouais. Je lui ai dit d'ailleurs, l'Empire mérovingien, 5e, 8e siècle, vous aurez tout sur les Mérovingiens, voilà, c'est une somme. Hein. Là, c'est une somme, hein, on peut le dire, puisqu'il y a plus de 300 pages de notes, enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Là, c'est... Attention, il y a mes notes dedans. C'est pour les érudits quand même, hein, parce que ça va très très loin. Faut aimer ça. C'est vraiment c'est microscopique en termes de comment dire de retour de ce qui nous reste des Mérovingiens. Il y a quasiment rien. Il m'expliquait, on n'a rien. Ils nous ont rien laissé, etc. Et pourtant un empire énorme, fabuleux. Donc il a retrouvé les traces, il y a très peu de traces, il y a très peu de textes, voilà. Et malgré le très peu de textes et le très peu de traces, on a quand même 300 et quelques pages qui nous racontent tout en détail sur toute la vie, sur toute la société, sur la façon dont c'était organisé. Moi, j'adore, mais Dumézil, voilà, chapeau bas. Marrant, je le voyais plus âgé que ça. Non, ouais, mais je le voyais beaucoup plus âgé, puisque déjà quand j'étais étudiant, je lisais des bouquins de Dumézil, donc c'est étonnant. Et je m'attendais vraiment à... Pas de son aïeul Je pense pas. Non, mais dans la famille, il y a un Dumézil qui est son grand-oncle, je crois. Je sais. Et qui est un historien très réputé. Ah, peut-être. Oui. Je sais pas. En tout cas, non, mais il a quand même... Georges Dumézil, peut-être. Ça te dit rien? T'as peut-être raison. Je sais qu'il y a un historien, un très célèbre historien, mais ça remonte aux années... Ça remonte un peu, ouais. Plusieurs enfin bon, en tout cas... En tout cas, Bruno Dumézil, oui, c'est fou. Hein, l'entendre parler, c'est vraiment la personne qui... C'est un maître. Hein. Oui, et puis c'est un vrai historien, quoi. C'est surtout la personne qui permet d'avoir de comprendre l'évolution historiographique de la conception de ce qu'on a longtemps appelé, à tort, visiblement, les invasions barbares. Oui, je suis d'accord. Et il a des conférences, d'ailleurs, qu'on trouve sur YouTube, dans lesquelles il explique que les invasions barbares, c'est des invasions, on parle de quelques milliers de gars à tout péter, donc ça ne justifie pas. Donc il faut chercher ailleurs, il faut chercher dans un changement culturel
qui fait que des Gallo-Romains se convertissent à des pratiques différentes, Exact. se font enterrer différemment, etc. Et que c'est pas du tout une invasion, en fait. C'est plutôt une mode, quelque part, venue du Nord et T'exagères un chouille, mais de Germanie. Non, parce qu'à partir du moment où les Francs deviennent les maîtres d'un territoire, t'as envie de ressembler au top, quoi. Tu vois, t'as envie de t'assimiler à ceux qui ont le vent en poupe. Donc, le gallo-romain se francise. Oui. C'est sur la mode, oui, je suis d'accord. Il commence à adopter des noms germains, Ouais, etc. exactement, C'est ouais. très étonnant. Et puis ça va même plus loin. Ce qui C'est rappelle beaucoup de choses. boire du lait, ce qui fait grandir, ce qui fait pousser la taille. Oui, Qui fait je changer suis la d'accord. taille. Mais j'ai déjà lu des textes, d'ailleurs, je crois que c'était ici, enfin sur un Twitch, j'ai déjà lu des textes du 4e, 5e siècle qui sont étonnants, tu as l'impression qu'ils ont été écrits la semaine dernière, tellement c'est... parfois, il y a des choses très redondantes, mais c'est exactement ce que tu dis, le lait, le beurre, les machins, les cheveux. Le beurre pour se frotter. Se frotter les cheveux au beurre rance. Voilà, Ouais. plutôt qu'à l'huile d'olive, alors ça. que tout le monde sait Exact. que les civilisés font ça à C'est l'huile d'olive. exactement ça. Et Voilà, c'est un ça. siècle plus tard, ils sont passés au beurre. C'est étonnant, donc c'est très drôle. Mais oui, je suis d'accord. Et malheureusement, j'ai pas pu. J'avais qu'une demi-heure avec lui, mais j'aurais bien voulu continuer. Donc il reviendra dans l'émission, dans 5 minutes d'histoire, il reviendra aussi. On fera, mais je pense même qu'on fera justement une sorte de débat sur les fameuses invasions barbares. Il y a beaucoup de choses à dire, justement. Ouais, on revient sur pas mal de choses, même sur ce que moi j'ai appris à l'époque. Parce que... je trouve que ça fait partie des shifts, tu vois, des glissements historiographiques les plus importants de ces... Alors ça fait un petit moment déjà, mais c'est des choses qui partent de niveau universitaire, qui restent assez confidentielles et qui petit à petit infusent et se heurtent souvent à ce qu'on nous a rabâché, nous, en tant qu'élèves, en tant que... Même étudiants. Qu'étudiants, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont restés comme ça dans la doxa, parfois très influencée par le 19e siècle, mais qui a perduré bien à travers le 20e siècle, et qui souffrent difficilement la remise en question. Je suis assez d'accord. J'avais fait une émission sur la convivencia. Tu vois ce que c'est, ou l'époque en Espagne, l'Espagne musulmane, où soi-disant, enfin, en tout cas c'est ce que moi j'avais appris, que les musulmans étaient très tolérants, formidables, c'était le moment fabuleux, ça exactement, où toutes les religions étaient main dans la main, c'était l'époque des Schtroumpfs et tout, donc c'était formidable, et c'est ce que j'ai appris moi à la fac, et j'avais préparé une émission comme ça. Et puis pour plein de raisons je ne l'avais pas faite, et puis il y a eu Fanjul, etc., des historiens espagnols qui ont retravaillé, des médiévistes qui ont travaillé un peu plus en amont et beaucoup plus profondément et qui se sont rendus compte que c'est pas du tout la vérité, c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. Ça a surtout beaucoup dépendu des périodes. Mais c'est ça, mais ça a duré 5 ans. Il y a eu une période de serrage de vis. Immédiat, c'est immédiat. Je ne me rappelle plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a une dynastie venue du Maroc qui est arrivée à un moment donné et qui était beaucoup plus dure et ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Et en fait, la convivencia réelle a duré même pas 10 ans. Donc, et tout le reste, ça a été d'une violence absolue. Donc voilà. Oui, et c'est bien que l'histoire revienne un peu. L'histoire est une science, je le répète toujours, l'histoire est une science. Évidemment, c'est une science vivante où elle évolue tout le temps. C'est bien. Et il y a un gros problème avec le fait d'être comme le moustique de Jurassic Park pris dans l'ambre, d'un jus comme ça. Tu penses à certains en particulier peut-être ? Oui. et qui sont ceux qu'on voit beaucoup à la télévision malheureusement, parce que c'est ça. Mais j'en parlerai justement. J'en parler un petit peu par rapport à ça. Ouais, si tu veux. Sans problème. Qu'est-ce que j'ai moi après j'ai... Non, pas ça. Pas ça. Il y a des bouquins parfois qui valent vraiment pas le coup. Après, c'est un peu dans le désordre. Alors, je vais y aller un peu dans le désordre. David Chantran, tu vois qui c'est ? Historien. Le nom me dit quelque chose. Ouais, bon historien, très bon historien. Attends, mais bien sûr. Quand même. Je vais me rencontrer. Ouais. Chez Passé Composé, donc chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Super malin. Alors là, c'est pareil, vous aurez un expresso là-dessus. Donc 25-30 minutes de discussion avec David Chantran. C'est génial. En fait, il prend toutes les villes, les régions où il s'est passé quelque chose qui ont fait que ça a construit petit à petit la France. Alors même, je ne suis pas toujours d'accord
100% avec lui, mais il le dit bien, et il le vend bien son truc, et c'est bien. Alors pareil, il n'y a pas d'image, hein, ça reste un livre. Ça vaut le coup, donc c'est un très beau... Non, il n'y a rien sur Napoléon aujourd'hui. Il n'y a rien sur Napoléon ce soir, mais on va y revenir, puisque je n'ai pas encore fini, Marc, le livre sur Napoléon, donc j'en parlerai quand j'aurai fini de le lire. Donc David Chantran, Chronique des territoires. J'ai passé composé. De Jean-Pierre Le... Je l'ai rencontré, mais on me l'a présenté avec son prénom, et du coup, c'est le nom qui me... Ah bah oui, mais évidemment. aussi les deux, et j'en remets... C'est pas grave, t'inquiète. J'avais hésité, Jean-Pierre Le Goff, à vous le présenter. Alors là, on change complètement d'époque, puisque Mes années folles, c'est la suite d'un bouquin qu'il avait fait. Alors, c'est un sociologue, Jean-Pierre Le Goff. Révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68. On se dit au début, quand je l'ai interviewé, je me dis oh là là, il va parler de sa vie. Oui, en fait, il parle pas de sa vie. En fait, il parle de toute la société, de toute la sociologie et de tout ce qui a changé depuis. Et ça nous concerne directement, puisque finalement, c'est nos parents. Oui. Et étonnamment, on se rend compte que je discutais avec lui, pareil, il y a un expresso là-dessus, je lui dis à un moment donné, mais est-ce que ce qui n'était pas... Parce que les années 60, c'était une époque de transgression absolue, où il fallait tout transgresser. Bon, il y avait d'un côté et puis il y avait l'autre côté. Et en fait, aujourd'hui, être dans la transgression, c'est être carrément rétrograde, alors que la transgression est devenue la norme. C'est très curieux. Ce monde a changé. Boomer. Non mais bon voilà, mais c'est un livre intéressant, voilà, si on veut se plonger dans la sociologie tu veux que je te dise, je crois que de la France. Les baby boomers et tout ce qu'ils ont vécu et représenté, ainsi que d'ailleurs leur relation avec au moins là, si ce n'est les deux générations suivantes, à savoir donc la Gen X à laquelle moi je considère appartenir, et les millennials, les Gen Y qui suivent. Je crois que c'est un sujet, à mon avis, donc on n'a pas fini de tourner, de retourner dans tous les sens, parce qu'on peut aller aux sources, et c'est un effet très intéressant de voir mai 68, de voir le choc avec la génération d'avant, gaulienne, quasi jésuite, tu vois, vraiment avec une certaine morale. Moi, je sais pas, c'est les choses qu'on a dans nos carcan, une sorte de carcan. Les gamines qui font le mur pour partir le soir pour aller faire la fête avec leurs copains yéyés, et le père très, très dur, très, tu vois, à l'ancienne et tout. C'est l'ancien monde, le choc de l'ancien monde et du nouveau monde. C'est très intéressant. Mais au-delà de ça, il y a toute la suite de cette histoire. Sur le plan économique, écologique, sociétal, qu'on n'a pas fini d'analyser, qu'on n'a pas fini de ressasser, parce qu'on est encore en plein dedans aujourd'hui. Justement, donc lisez ce bouquin. Je redis d'ailleurs le titre, Mes années folles de Jean-Pierre Le Goff. Révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais nihilisme, c'est intéressant comme caractérisation. Je ne sais pas si... Pour moi, le nihilisme, c'est plus justement quelque chose qui a suivi. C'est la gueule de bois, c'est les lendemains. Tu lis, tu comprends. D'accord. C'est très. En fait, il y a un parti pris, mais c'est un parti pris intéressant. C'est comment. Et il prend pas dans le sens. Il fait pas ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire regarder mai 68 avec nos yeux d'aujourd'hui, puisque lui, il les a vécus ces années-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Il dit juste. Il y a eu ça, et voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Et comment c'est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. C'est passionnant. Franchement, je ne m'y attendais pas. Donc, puisqu'on a parlé de Gaulle, alors là, attention. Oh la vache. Jean-Luc Barré, L'homme de personne, 1890-1944, mesdames, messieurs, c'est le tome 1. C'est le tome 1. C'est monstrueux. Alors, ça parle de reconstruction et de la société du spectacle de Guy Debord. Non. Non, pas du tout. Donc ouais, ça, là vous avez tout. Là c'est la somme, hein. C'est monstrueux. Je l'abîme pas parce que je vais l'offrir. Celui-ci. Mais j'ai appris des trucs quoi. Et d'ailleurs je le dis à Jean-Luc Barré. Je dis mais comment est-ce qu'on peut apprendre des choses sur De Gaulle encore aujourd'hui ? Eh ben ouais, on apprend des tas de trucs. C'est quand on aime De Gaulle. Sur le rôle du chef, c'est somptueux. Là encore, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas une seule image dans le bouquin. Donc, je vais vous dire, 1000 pages. Donc, 1000 pages, tome 1. Ça va jusqu'en 1944.
Donc voilà, tout ça pour vous dire, accrochez-vous, faut aimer. Hein. Là, évidemment, c'est pas pour le De Gaulle, c'est pour assommer littéralement l'oncle relou au repas de Noël. Oui, c'est vrai. Merci Audrey. Franchement, non, franchement génial. Et puis alors, moi je vais terminer avec celui-ci. Clac, une claque. Alors là, il y a des reflets, c'est horrible. Alors, je vais prendre le téléphone. Ça s'appelle Notre-Dame, une affaire d'État. Allez. C'est marrant que ce soit à l'envers, ce truc-là. Voilà. Notre-Dame, une affaire d'État de Didier Rickner. Je ne sais pas si vous voyez qui est Didier Rickner. C'est aux belles lettres. Didier Rickner, c'est... ça y est, évidemment, ça m'échappe. Voilà, la Tribune de l'Art. La Tribune de l'Art, c'est le site internet en fait, qui met un peu très souvent les pieds dans le plat dans tout ce qui est artistique. En gros, c'est celui qui tape un peu du poing sur la table quand l'État ne fait pas son boulot. Et en fait, il revient, vous avez compris, hein, hop là, je vais revenir, il revient sur l'affaire Notre-Dame, sur, en gros, sur l'incendie. Et je ne sais pas si vous avez vu, si tu as vu le film de Jean-Jacques Hano. Moi, je n'ai pas vu. En fait, il a écrit un petit peu avant que le film sorte, mais on a exactement la même chose, puisque le film de Jean-Jacques Hano est très poignant et très réaliste. Quand on lit le bouquin, je vous jure que c'est vrai, j'avais les larmes aux yeux. On se dit, mais c'est pas possible, en fait. À chaque page, je dis, mais non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est vraiment une enquête très approfondie. Non, c'est pas une blague. Par rapport à quoi? Par rapport à l'incompétence? À l'incompétence, par rapport au concours de circonstances malheureux. Oui, c'est ça. C'est le faisceau de faits qui fait que l'État qui joue pas son rôle, qui décide de pas donner d'argent parce que ça vaut pas le coup, l'État qui décide de retirer les grandes échelles parce que finalement il n'y en a pas besoin et qui laisse des échelles à 20 mètres alors que tous les bâtiments sont à plus de 40 mètres. Enfin voilà, c'est ça plus ça. Et ça termine évidemment avec les pompiers pris dans les embouteillages alors qu'ils sont à 50 mètres de Notre-Dame. À cause de Notre-Dame de Paris. Mais c'est très bon, Notre-Dame de Paris, mais c'est ça. Et on le voit dans le film de Jean-Jacques Hano où le chef des pompiers, le général je sais pas quoi, il est bloqué, il est de l'autre côté de la rive et ils ne peuvent pas avancer. C'est d'un ridicule consommé. Un avant-goût des JO, quoi. Exactement, et ça va être pire encore même. Ça, on va être dans une prison à ciel ouvert dans les JO. Le De Gaulle, je reviens 2 secondes. Le De Gaulle, c'est de qui? C'est de Jean-Luc Barré. Marc, franchement, il faut y aller. Hein. Je reviens là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est que il suit l'enquête. Il va au plus profond, au plus loin. Il y a absolument pas. Il explique pourquoi ça ne peut pas être un attentat. Thèse complotiste, machin, etc. Moi, je suis pas complotiste. Loin de là, mais je me suis quand même posé la question au vu de toutes les églises qui ont été profanées, qui ont été ceci, cela. Moi, j'ai toujours pensé que pour faire un complot, il faut être très intelligent. Or, on est tellement entouré de cons que le complot c'est joliment dit. Mais les pieds nickelés sont capables de tout, donc parfois c'est ça aussi. Donc il revient là-dessus et en fait le vrai coupable, ça il aime bien. Le vrai coupable, c'est l'État. Et en fait, l'incompétence, c'est la ministre de la culture, le ministère de la culture. Ça va très, 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 très loin. C'est génial quand il raconte tout l'argent qui est allé à des conneries, que lui juge des conneries, que je suis plutôt d'accord avec lui, alors qu'on n'en met pas du tout dans des bâtiments qui ont besoin, qui sont mondialement connus comme Notre-Dame. Et voilà ce que ça donne. Du coup, évidemment, ça en a réveillé certains. Donc, du coup, avec l'argent qui a afflué, ça devrait remettre les choses en ordre pour Notre-Dame, mais ça n'a absolument rien changé pour le reste. C'est ça qui est absolument dingue. C'est-à-dire que tous les autres bâtiments parisiens, les gars... Ils vont pouvoir dépenser des millions pour créer un nouveau logo avec un jingle associé ultra moderne qu'ils vont demander à Hans Zimmer de composer. C'est pas faux. Tu passes à ton dernier ? Oui, alors la dernière BD, écoute, j'ai hésité parce que je me suis dit, mais c'est de l'histoire ou c'est pas de l'histoire? Et puis franchement, avec certains des ouvrages que tu viens de présenter, je me dis, il n'y a plus de doute, il n'y a pas de problème. Je pense que ça a sa place dans cette émission. Parce que, est-ce que c'est historique? Oui. Est-ce que ça se passe dans le passé? Oui. Les années fin 60, 70, ouais. Jusqu'en 1977, 78.
Est-ce que c'est de l'histoire dans le sens où est-ce que ce sont des événements qui se sont produits, qui sont relatés, qui sont donc analysés à travers un certain prisme, forcément plus ou moins subjectif de par l'auteur. Enfin, l'auteur, en tout cas, a fait un travail d'enquête exceptionnel. Alors, j'ai pas appris grand-chose parce que je connais c'est déjà beaucoup c'est quoi de cette histoire-là. Il s'agit d'une bande dessinée donc, qui s'appelle Les Guerres de Lucas, qui parle de la création de la guerre des étoiles. Quand je dis la guerre des étoiles, la vraie. Les guerres des étoiles. Les guerres de Les guerres de l'étoile. l'étoile, Les d'ailleurs. guerres de l'étoile. Ouais. Enfin, je vous parle de celle avec Yann Solo, avec Chic Tabac. Je vous parle donc du film du premier, de du début, le tout premier film mal Star traduit Wars. pour nous. Voilà, qui avait été Sublime. traduit de manière assez spéciale. Et ça donc, c'est la genèse de ce film. Il y a un petit peu l'enfance de Lucas, très rapidement, d'où il vient. On parle évidemment de ses études, de ses rencontres. On parle de THX 1138. On parle de American Graffiti qui lui rapporte pas mal d'argent. Et très vite, donc, on le voit avec cette obsession de faire ce film qui se veut d'abord une sorte de Buck Rogers, de Flash Gordon, plutôt de Flash, en tout cas de Flash Gordon. Ouais. Et puis donc il y a des problèmes de droit qui font que il réinterprète le truc à sa sauce. Mais surtout, alors vous avez vraiment les dernières... moi, en tout cas, les trucs que j'ai appris en dernier, c'est les histoires de coucherie, par exemple. Le fait que Harrison Ford, pendant pratiquement tout le tournage, couchait avec Carrie Fisher, qui était toute jeune à l'époque. Lui aussi, d'ailleurs. Non, lui, il était marié, il avait 2 enfants, il a été charpentier, Harrison Ford, c'était des 3. Mark Hamill était tout jeune, Carrie Fisher était encore plus jeune. Oui, elle était consentante et majeure, donc oui, bon, bien sûr. Et puis elle commençait déjà un petit peu à avoir des petits problèmes avec l'alcool, puisque ça aussi, c'est un truc que j'avais déjà lu, mais on voit dans la BD ce moment où, à une soirée, elle se retrouve entourée de plusieurs gars qui commencent un peu à l'entrer dans un coin. Et c'est Harrison Ford qui intervient, qui fout son poing dans la gueule d'un d'entre eux, qui la sort de là, qui la ramène, et puis qui finit la nuit avec elle. Tout est vrai ? Tout est vrai. Tout est vrai. L'enquête est minutieuse. Et au-delà donc, de ces histoires de coucherie qui sont très anecdotiques, il y a surtout ce qu'il faut voir. Alors, on regarde un petit peu. On va regarder ça. Moi, j'aime beaucoup les visages. Le gars a fait un gros travail de simplification des traits, mais ils sont tous reconnaissables. Gary Kurtz, quand on voit... Bon, c'est facile en même temps avec le book, c'est le producteur. Ah, d'accord. Très important dans la genèse de Star Wars. Alec Guinness, quand on voit Coppola ou quand on voit Scorsese, on les reconnaît tout de suite. Et puis, alors donc, il y a l'enfer que ça a été. Je ne sais pas si vous savez, mais à un moment donné, avant la sortie du film, Lucas, il a fait un malaise. On a cru qu'il avait une crise cardiaque et qu'il allait y passer. Il s'est retrouvé à l'hosto pendant une semaine. Et quand on lit le truc, quand on voit bout à bout toutes les emmerdes que ça a été, on comprend. Et surtout, ce qui est fou, c'est de voir à quel point la Fox n'y va pas, ne signe pas, fait des vagues promesses de oui, alors il y a un budget, mais il faut baisser. 7 millions, on mettra peut-être 7 millions, ce qui n'est pas grand-chose. Et en attendant, il faut se lancer dans les effets spéciaux, des trucs qui n'existent pas, qu'il faut créer de toutes pièces. Donc exact. Lucas investit sa fortune personnelle, le peu de fortune qu'il a obtenu avec American Graffiti. Argent perso. Il réinvestit tout de son pognon. Il hypothèque sa baraque. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Hein. Je crois que Coppola avait fait pareil pour Apocalypse Now. Ouais. Et donc là, on voit le studio qui rempli de mecs qui savent pas qu'ils ont de l'or entre les doigts, qui s'en rendent pas compte. Et il y a un gars, par contre, qui avait été embauché par la Fox parce que la Fox allait pas très bien, et il avait été embauché pour justement rajeunir un petit peu le studio. Et lui, il y croit dur comme fer. Et c'est lui, le gars qui a permis que le film se fasse, qui a dit non, je vous dis, le gars, il sait ce qu'il fait, faites-lui confiance. Lucas, lui, qui est taciturne, qui sait pas parler, qui est toujours timide, toujours un peu renfermé, donc il laisse parler les autres. Ça donne pas, ça fait un peu bizarre, quoi. T'oses pas trop y aller. Et donc, j'ai plus le nom de ce mec qui a réussi à soutenir le truc jusqu'au bout, mais jusqu'à quasiment la fin, la Fox n'a pas signé. Et à tout moment, il pouvait se retirer. Et au bout d'un moment, Lucas se dit,
ils sont pas allés aussi loin. Mine de rien, ils ont quand même mis de l'argent. J'en ai mis, mais ils en ont mis aussi. Et maintenant qu'ils ont investi leurs billes, ils vont pas se retirer. Ils vont pas tout annuler au dernier moment comme ça. Donc, ils sentent bien, au bout d'un moment, que ça se retourne contre eux et qu'ils finissent un peu par les tenir. Le point de non-retour par les est couilles. passé, ouais. Et donc, là, ils commencent à pouvoir dicter des trucs. À pouvoir dire, oui, non, mais ça, voilà, ça va être comme ça, mais ça, attendez. Et puis, bon, ça finit par se faire. Le film sort. C'est le succès qu'on a oublié aujourd'hui, parce que la plupart des jeunes, bien sûr, les Star Wars, la prélogie, le machin, le truc, c'est difficile de se rappeler ce que ça a été en 77, la sortie de Star Wars. C'est sorti au début dans 30 salles. Ouais, moi j'avais 6 ans, je m'en souviens Le pas. bouche à oreille a été phénoménal. Au bout d'un mois, tous les cinémas des États-Unis voulaient leur copie parce qu'ils voulaient en croquer. Ouais, bien sûr. Ça tournait 24 heures sur 24. Ça a été des files d'attente hallucinantes. C'est un raz-de-marée, un truc hallucinant. Génial, vraiment, ça. phénoménal. Et là, il y a la Fox qui reçoit donc Lucas et ses équipes et qui leur dit « Oh, les gars, bravo, super et tout ». On voit une petite scène auparavant où il y a justement le mec qui soutenait Lucas qui dit « Non, mais attendez, vous avez dit quoi, vous, quand on a fait les premières projections ? Vous avez dit que ça marcherait jamais, etc. » Donc, la ramenez pas trop. Donc, il avait un peu calmé tout le monde. Alors, les gars sont un peu là comme ça. Bon, on voudrait une suite, vous allez nous faire un autre petit film et tout, super. Et là, donc, c'est Lucas, il dit rien, il est dans son fauteuil, et c'est juste son avocat à côté qui fait « Oui, eh bien, écoutez, nous allons faire une suite en effet, mais voilà comment ça va se passer. Maintenant, ça va être 80% pour nous et 20% pour vous. Estimez-vous heureux. Nous contrôlons tout artistiquement du début jusqu'à la fin. Nous récupérons 100% du merchandising. Exact, parce que c'est ce qu'il avait signé. Et il leur met le couteau sous la gorge. Et ils n'ont pas d'autre choix que de signer. Et il les a, voilà, enfin, leur attitude comme ça, petite, mesquine, etc., s'est retournée contre eux. Et au final, il en fait, c'est devenu leur jouet, quoi. Exact. Il a pu fonder son empire cette loin de Hollywood, à San Francisco, dans le Marin County, dans le ranch Skywalker Ranch, etc. Évidemment. Et c'est palpitant. C'est palpitant parce qu'il y a un aspect économique, il y a un aspect politique au sens des studios, des relations humaines, des machins, des trucs. C'est comme je dis, c'est vraiment très très documenté. C'est plus qu'un best-of, c'est une intégrale de toutes les petites histoires et les petites anecdotes liées à cette histoire-là. J'adore carrément. Sur une dizaine d'années, les guerres de Lucas. Super, ça doit être très très cher, ça c'est gros. Très génial. Non 24 €. Ah ouais, c'est pas excessif. Non, c'est pas excessif. Génial. Bon, ça, je vais acheter ça. Ouais. J'adore. Un dernier pour toi, parce que tu l'as là, tu voulais qu'on en parle. Ça fait déjà 1 heure, on va peut-être laisser les gens dormir. Oui, ok. Bah écoutez, alors, ça, c'est pas une BD, mais juste, je voulais faire un petit clin d'œil à l'ami Bruno Solo, et je voulais présenter son bouquin, son 2e livre, déjà le 2e, Le Voyageur d'Histoire. Tu m'as dit que tu connaissais pas le principe. Je connais pas. Donc en gros, Bruno Solo, que vous connaissez peut-être pour ses émissions Bien à la sûr. télé, que je trouve de très bonne qualité. Pas que, c'est un bon comédien en plus. C'est un bon comédien, mais au-delà de ça, c'est un vrai passionné d'histoire qui prête vraiment attention à ce qu'il fait et qui s'entoure d'historiens, qui fait bien attention à être... Et c'est ça justement dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui a conscience de l'évolution historiographique des choses, c'est quelqu'un qui veut surtout pas aller à l'encontre de ce que peuvent dire les dernières recherches, tu vois, les dernières révélations et tout. Il est très sensible à ça. Et pour moi, c'est le signe de quelqu'un qui respecte l'histoire en tant que science. C'est bien. Tu disais. Ouais, c'est bien. Donc son émission à la télé depuis la première saison, parce que ça fait un petit moment qu'elle Je savais existe, pas qu'il y avait une émission. Les guerres des trônes. Les guerres des trônes. Jamais, je regarde pas la télé. Ça commence avec c'est bien comme idée. Les guerres des trônes. Ça commence, alors ça se refait un peu à l'époque sur le Game of Thrones. Game of Thrones. Ça commence avec les Valois et la guerre de 100 ans, et puis il a continué, et là, je crois qu'il est né à la Révolution française. D'année en année, de saison en saison, il y a des costumes et des comédiens de performance. Il y a la reconstitution. C'est donc Bruno Solo qui se promène un petit peu à la berne, mais avec un blouson en cuir, et qui raconte un petit peu, qui parle, mais très vite. Sinon, ce sont des scènes de docu-fiction. D'accord.
qui sont vraiment très joliment éclairés. C'est très cinématographique, c'est intéressant. Bon, au-delà de ça, donc on savait qu'il était passionné d'histoire par rapport à cette émission, mais au-delà de ça, donc pendant le confinement, il a eu envie d'écrire un bouquin. En gros, il s'est dit, voilà, on est confiné, on est enfermé à la maison, on peut recevoir personne. Bon, bah, si je recevais, moi, les gens que j'ai envie de recevoir, d'où qu'ils viennent dans le temps et dans l'espace. Et donc, il imagine un dîner qu'il organise avec Clovis, avec plusieurs personnages comme ça venus des quatre coins de la ligne temporelle, qui se retrouvent donc chez lui pour manger avec des rencontres, des chocs, des clashs, tout ce que tu veux. C'est assez truculent, c'est bien écrit, il y a de l'humour et tout. Et là, donc, dans le second bouquin, qui s'appelle Le Voyageur d'Histoire, il rend l'appareil en termes de visite. C'est lui qui se déplace et c'est lui qui va rendre visite à donc Cléopâtre, à Alexandrie, à Artemisia Gentileschi, qui est une peintre, à Hildegard de Bingen, à Rabelais. Pour parler bouffe, surtout, il va voir. Il y a Jacques de Molay. Alors ça, c'est pas pour parler bouffe. Non, c'est pour parler barbecue. C'est pour parler barbecue, exactement. Brillat-Savarin. Ouais, normal. Pour parler cuisine. Donc voilà, les personnages qu'il choisit, parce qu'il y a un casting à faire quand on fait ce genre de bouquin. C'est drôle. Ça parcourt donc un peu, comme vous voyez, toutes les périodes. Le casting est intéressant parce qu'il y a des personnages très connus, il y en a d'autres un peu moins pour le grand public. Donc et puis voilà, c'est comme je disais, c'est très drôle. C'est sympa ça, je connaissais pas. Il y a plein de petites blagues, de petits jeux de mots et tout. Je sais pas si elle est connue, Hildegard encore. Hildegard de Bingen. Pas du grand public. Non, je pense pas. Non, elle est pas très. Il y a une marque, je crois, non, qui exploite son nom. Alors ça, je ne sais pas. Sacré personnage, ceci étant. Ça vaut le coup. Ça fait un peu penser à Confession d'Histoire, en moins bien. Non, mais il y a un petit peu de ça. Hein, Tu l'as rencontré ? Oui, plein de fois. En fait, Bruno, moi, je le connais depuis pas mal d'années, puisqu'il jouait au théâtre avec Vincent Degnard, qui joue mon Richard Cœur de Lion. D'accord. Et il jouait la pièce Baby au théâtre. Et donc, je suis allé voir jouer Vincent. Et il m'a présenté Bruno, on a papoté, et il m'a dit je joue quand tu veux. Et donc c'est prévu depuis longtemps, et puis depuis on s'est vu pour bouffer. D'accord. On s'est vu un paquet de fois. Est-ce que c'est un mec bien ? Est-ce qu'il aime manger ? Oui, bien sûr. Pour Brillat-Savarin, j'espère bien. Il aime manger, voyager et lire. S'il aime manger, c'est que c'est un mec bien. Génial. C'était super. Écoute, tu reviens quand tu veux. Tout à fait, je me suis régalé. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci aux auditeurs qui t'ont encore une fois plébiscité, qui t'ont merci à eux. Heureusement que vous êtes là, sinon ils m'auraient oublié. Oui, je suis comme ça, on oublie tout le monde. Merci à tous. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Il est déjà 9h30, c'est horrible. Enfin, 9h30 pour ceux qui sont en vidéo, mais pour les autres. Non, mais ça va. La nuit est jeune. Oui, c'est vrai. Il est déjà 9h30. Une petite verveine et au lit. Oh. C'est pas faux. Si vous nous avez regardé, c'est super. Et pour les autres qui nous écouteront en podcast, sachez que le Twitch, c'est tous les jeudis soirs, donc en vidéo, en direct. Vous pouvez venir nous poser vos questions. On a tous les invités aussi auxquels vous pouvez poser vos questions, les historiens, etc. Ceux qui écrivent des pièces de théâtre historiques, qui viennent et que vous entendez ensuite en podcast. Vous pouvez leur poser les questions en direct. Salut à tous. Joyeux Noël. De bonnes fêtes. Nous, on se revoit là, j'allais dire la semaine prochaine. Pas du tout, c'est jeudi et jeudi c'est le tout dernier. Salut à tous. Salut Hugo, merci. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.